Eh bien, Rémi Cardon, bonjour et Bonjour. bienvenue. Avec une actualité politique évidemment chargée, avec la guerre bien sûr, mais aussi un attentat à Tel Aviv, dans la banlieue de Tel Aviv, 5 morts, 3 attentats en une semaine. Cette forme de terrorisme ne disparaît jamais. Que faire? Que peut-on faire? Déjà, avoir une pensée pour les familles touchées et puis le peuple. Et puis surtout, je pense, on le sait, on l'a vécu encore plus, en tout cas dans la majorité en 2015, les attentats notamment à Paris et dans plusieurs grosses villes de la France. On sait que c'est difficile de mettre en place des politiques publiques face à des fois des choses qui arrivent de manière exogène sans avoir la possibilité de répondre tout de suite. De les prévenir. De les prévenir, voilà. Donc, il faut continuer. Ça veut dire aussi une chose, c'est que la crise des attentats est toujours présente. Elle peut arriver dans n'importe quel pays encore. Donc, restons prudents et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas baisser effectivement les politiques publiques sur la partie sécurité et renseignement. Je pense qu'il faut maintenir Cet effort. Anne Hidalgo a réagi. Elle est la seule candidate pour l'instant de gauche à l'avoir fait. Est-ce qu'il y a encore un problème à gauche avec Israël, chez Mélenchon, chez les Verts? Vous le sentez, vous, dans vos rencontres avec les parlementaires, dans vos discussions? Non. Il y en a certains qui sont un peu ambigus, mais encore une fois, moi, je ferai pas de commentaires là-dessus parce que je pense que c'est chaque parti politique a son point de vue. Mais nous, pour le coup, vous voyez, on est le premier à dégainer ce matin. Mais encore faut-il que chacun comprenne tous les enjeux là-bas. Et j'ai l'impression que ça, effectivement, vous le dites, vous le soulevez, certains politiques ferment les yeux peut-être. Autre front, autre guerre, début de négociation, espoir d'accalmie en Ukraine. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est manipulé par les Russes qui veulent se redéployer, refaire leurs forces, ou est-ce qu'on a vraiment là le début d'un espoir de paix? On a effectivement des signaux positifs. Je pense que c'est le terme. Maintenant, il faut rester prudent, puisque le facteur qui a bouleversé cette guerre, c'est quand même une personne, et c'est Vladimir Poutine. J'en veux même pas au peuple russe en réalité. Je pense qu'il y a une personne qui a engagé des choses assez graves, un crime contre l'humanité, et c'est la raison pour laquelle il faut rester prudent. Et du coup, je dirais que le pourparler russe-ukrainien est peut-être imminent, je l'espère, peut-être pour trouver une solution de sortie. Parce que je pense aussi que Poutine s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, ses interventions militaires n'ont pas été une réussite en réalité. Il est en échec, donc la diplomatie. On pourrait considérer que toutes les actions qui ont été faites par l'Europe, que ce soit pour approvisionner les soldats ukrainiens, mais aussi les actes économiques assez forts, les sanctions qu'on a pu mener, ont aussi démontré à Vladimir Poutine qu'effectivement ça n'allait pas être une partie de rigolade et qu'il n'était pas en terrain conquis, tout à fait. Emmanuel Macron a échoué hier dans sa tentative de convaincre Poutine d'ouvrir un corridor humanitaire à Mariupol. Est-ce que le président français a eu tort de tenter cette ouverture? Non, au contraire, il tente des ouvertures. Pour le coup, sur cette partie-là, il fait un travail, je dirais, qu'on peut remarquable sur le fait de continuer l'échange, d'être celui qui essaye de mettre les gens autour de la table. Donc moi là-dessus, j'ai pas de critique basique à faire sur le travail d'Emmanuel Macron sur cette partie-là. Sur d'autres parties, j'en ai d'autres. On va y venir. Si cette guerre se termine par une Ukraine indépendante à l'ouest et puis le Donbass donné en quelque sorte à la Russie, c'est acceptable? Ça, j'ai pas regardé le sujet de près, mais faudrait effectivement en discuter, oui. Les Ukrainiens, eux, proposent qu'une alliance militaire protège contre une agression avec intervention automatique, un peu comme l'OTAN, mais ça ne serait pas l'OTAN. Des pays qui seraient solidaires de l'Ukraine pour les protéger. C'est ce qu'ils mettent sur la table. Est-ce que la France pourrait faire partie d'une telle garantie d'assistance à l'Ukraine en cas d'agression future? On l'a vu, l'Europe a montré sa solidarité, notamment sur la guerre en Ukraine. Et je pense que l'Europe a tout intérêt à renforcer sa coalition d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique, sur tous les points de vue d'ailleurs. Je pense qu'on a besoin d'Europe. Et cette guerre nous l'a démontré. L'Europe, c'est aussi le symbole de la paix.
Et elle a joué un rôle important là ces derniers, parce qu'il y a quand même 35 jours de guerre, je crois. Donc elle a joué un rôle important dans ces 35 jours de guerre. La candidature de l'Ukraine à l'entrée dans l'Union européenne, donc ça doit pas être qu'un symbole, ça doit être une vraie démarche pour un jour intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Bah oui, je pense que faut pas que ce soit qu'un symbole. Effectivement, vous avez bien expliqué les choses, et je pense qu'il faut, il y a un vrai travail à faire sur aussi la coordination budgétaire, la coordination sur toutes les politiques publiques qui peuvent être portées dans chaque pays. On le voit, on est beaucoup plus fort ensemble face à une mondialisation qui est très très dure, très dure pour nos pays. Donc on a tout à fait raison de vouloir en tout cas grossir, bien sûr en posant des conditions, et que chacun joue un rôle important là-dedans. L'achat groupé de gaz par les pays de l'Union européenne pour faciliter l'accès aux énergies, c'est une bonne solution. Ça se discute. Après, là, il y a eu une espèce de coup de pression, c'est qu'elle le dire, sur la Russie, sur ce point de vue, parce que je crois que l'hydrocarbure, le gaz, c'est quasiment 45% du budget fédéral de la Russie, donc c'est énorme. Ça peut, si nous on se débranche, si nous on se débranche, Vladimir Poutine risque d'avoir des grosses conséquences, des catastrophiques économiques. Mutualiser l'achat de gaz comme ça, on sait que le gaz russe sert d'abord aux Polonais, aux Hongrois, aux Allemands. Ça veut dire que nous, contribuables français, on peut être amené à payer un peu plus cher l'énergie pour cette solidarité européenne. Il faut c'est un peu précoce de s'avancer là-dessus. Nous, on a déjà, je dirais dans un premier temps, en France, on a une vraie réflexion à avoir sur le mix énergétique français, sur la répartition et aussi sur le fait qu'on est trop dépendant vis-à-vis du nucléaire. Donc nous déjà, on a déjà cette réflexion à avoir. Mais au moins ce nucléaire, il est à nous, il n'est pas aux Russes, on n'a pas à l'acheter. Exactement. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Sauf que pour moi, le nucléaire, c'est une énergie de transition. Et pour le coup, les rapports RTE démontrent qu'on a la possibilité de construire autre chose et d'avoir vraiment un mix énergétique pour éviter une dépendance à un moyen de production. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que, vous l'avez dit, il faut commencer par une réflexion interne, je dirais nationale, sur le mix énergétique français, et ensuite voir comment on articule tout ça avec les autres pays. Mais travaillons déjà, nous, notre stratégie française. Alors la campagne justement en France continue, il reste une dizaine de jours. Sur quel thème Anne Hidalgo doit-elle appuyer pour ce sprint final ? Sur le sprint final, en réalité, il y a une chose qui est flagrante et qui touche le portefeuille de tous les Français, c'est le pouvoir d'achat. Face à une inflation qui explose sur plein de sujets, l'énergie, on vient d'en parler, l'alimentation, l'hydrocarbure, etc. On a besoin aujourd'hui de poser les vrais débats, et les vrais débats sont autour du pouvoir d'achat, de pouvoir vivre dignement de son travail, redonner du sens au travail. C'est à la fois qu'on soit reconnu dans sa structure où on travaille, mais aussi d'un point de vue reconnu, d'un point de vue salaire aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous, on propose une augmentation du SMIC de 200 € net. Et aussi des choses assez claires et assez bienveillantes pour les Français, notamment le tiers payant sur la question du logement pour la rénovation thermique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Français transitent, rénovent leur... et qu'on les finance pour ça. Et qu'on les finance. Donc un tiers payant, c'est fort. C'est-à-dire l'État avancerait l'argent de 15-20 000 € pour rénover son établissement ou sa maison. Et en parallèle, bien évidemment, lors de la revente de ce bien, le français sera noté chez le notaire et devra rendre... L'État récupérera sa mise. Sur beaucoup de ces sujets, notamment le pouvoir d'achat, on entend à gauche, le vote utile, c'est Mélenchon. C'est lui qui peut être au second tour. Que répondez-vous ? Quel vote utile quand quelqu'un qui a une certaine complaisance avec des dictatures ? Quel vote utile quand cette personne-là, au fait, dénonce en fait un Frexit déguisé ? Parce que de dire je vais renverser la table en Europe et puis voilà pourquoi mon programme est possible, excusez-moi, mais c'est juste mentir aux Français. Donc vote utile, pour moi, un vote il est utile si on sait que cette personne est capable de gouverner. Et en réalité, le programme on propose, il est à la fois financé, il est à la fois clair sur les positions européennes, et c'est en ce sens que je pense qu'on a le programme qu'il faut. On a besoin de social-démocratie à la française. Mélenchon, c'est plus un vote kamikaze qu'un vote utile, en quelque sorte, si on vous écoute. C'est exactement ça. Après la présidentielle, il faudra quand même construire une union de la gauche, en vue des législatives. C'est encore possible ?
Oui, tout à fait, c'est possible. Et je pense que, d'ailleurs, dans mon département dans la Somme, on y travaille avec les Verts et puis le Parti communiste. Je pense qu'il y aura des choses qui vont se construire parce que il faut avoir conscience aujourd'hui, et ça c'est aussi, je vais le faire comprendre aux Français, on risque, si jamais effectivement on part divisé, on risque d'avoir très très peu de députés à l'Assemblée nationale de gauche. Ça serait dramatique que en France, dans l'enceinte qui est l'Assemblée nationale, on ait une trentaine de députés de gauche, tout confondu. Donc il faut se répartir les circonscriptions avant. C'est pas une question de répartition, je pense que c'est une question aussi de volonté sur laquelle on doit être représentatif de la situation. Et les Français ont réellement besoin, face à des problématiques comme l'inflation ou autres, ont réellement besoin de députés de gauche pour défendre leurs difficultés. Le journal L'Humanité s'interroge sur le patrimoine personnel d'Emmanuel Macron. Où sont passés les éléments supposés qu'il aurait touché à la banque Rothschild pour des affaires? Est-ce que vous demandez des éclaircissements au président candidat? Bon, je crois que ces éclaircissements, on les demande depuis longtemps. Je crois qu'il y a eu, en 2017, on lui demandait déjà des éclaircissements. Il y a un mystère pour vous quand même. Il y a un mystère. Alors, du coup, je croyais qu'il y avait des explications. C'était notamment sur la partie, il avait fait des travaux dans sa maison au Touquet. Au Touquet, oui. Ce que j'avais entendu. Donc ça veut dire qu'il avait fait des travaux au black, alors, dans ce cas-là, puisque l'argent a disparu. Mais je m'interroge. Interrogation aussi sur le recours au cabinet de conseil. Le Sénat a mené une commission d'enquête. Le cabinet McKinsey a déclaré devant cette commission payer ses impôts en France, ce qui ne serait pas forcément le cas. Il y a d'ailleurs une transmission à la justice. On est devant une affaire d'État avec ces affaires de cabinet. C'est le en même temps macroniste. C'est-à-dire, je prône la souveraineté et en même temps, je finance des cabinets américains qui ne payent même pas leurs impôts en France. C'est quand même... Et c'est tous les du coup, c'est dommage parce que ça pose question sur tous les propos qu'on a entendus de Bruno Le Maire assez offensifs sur les GAFAM, sur les entreprises américaines. Et aujourd'hui, on voit que même le cabinet McKinsey, qui est effectivement un cabinet américain, est financé en partie, a fait beaucoup d'études pour certains ministères, et en réalité, il ne paye pas ses impôts en France. Moi, j'ai des vraies questions aujourd'hui sur, par exemple, je prends un exemple très concret, AWS, qui est en fait Amazon sur le cloud. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur le cloud souverain, etc. Amazon détient 80% du CAC 40 en termes de solutions cloud. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, le siège d'Amazon n'est pas en France. Moi, je m'explique aujourd'hui comment on peut détenir autant de clients prisonnier dans son cloud, dans les tiens. Voilà. Comment on peut détenir autant de clients dans un pays et ne pas avoir son siège? C'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Il faut faire une loi pour que ne soient accessibles au marché public, par exemple les conseils au gouvernement, que les entreprises qui payent leurs impôts en France. Ouais, pourquoi pas. Au bout d'un moment, faut se dire les choses et assumer. Et je pense que on peut pas avoir des discours sur la souveraineté numérique, sur la souveraineté sur plein de sujets. Et on entend beaucoup ce mot souveraineté, mais en réalité, la souveraineté, c'est avoir la liberté de choisir. Mais quand on a un marché qui est totalement monopolisé par des GAFAM ou autres, ou des cabinets américains, en réalité, ça s'appelle pas la souveraineté, ça s'appelle la dépendance à des entreprises américaines. Rémi Cardon, merci, bonne journée.